Bonjour à tous et bienvenue au studio de Poche. Aujourd'hui, on va parler de flou. Alors, messieurs, dames, la vidéo d'aujourd'hui est une vidéo pour débutants. Mais on m'a tellement posé de questions sur le flou et il y a tellement de gens qui s'en mêlent les pinceaux avec les différents types de flou que j'ai décidé que j'allais faire un point général sur le flou. Alors nous allons commencer les hostilités tout de suite et nous allons distinguer 3 types de flou. Nous allons voir comment les faire et comment ne pas les faire. Mais disons que la plupart des photographes que je connais, ils kiffent quand même le flou. Hein. C'est beau le flou, mais à condition de bien s'en servir. Alors, le premier flou qu'on voit sur les photos, c'est, enfin le plus souvent, c'est parce que la mise au point est mal faite. Genre, t'as pas fait une bonne mise au point, ta photo est floue. Recommence. Non, sans deck, une photo où la mise au point elle est pas faite et tout est flou, c'est juste mal géré. Bon, la photo est ratée. Et puis surtout, dites-vous que aujourd'hui, on peut récupérer beaucoup de choses en post-traitement, hein, une mauvaise balance des blancs, une mauvaise exposition, tout ça. Mais si votre photo elle est floue, elle est floue. Donc voilà, apprenez à faire votre mise au point. Et pour ce qui est du flou de mise au point, on va en reparler tout à l'heure, mais ça s'appelle pas comme ça. Le deuxième type de flou qui va tout de suite beaucoup plus nous intéresser, c'est le flou de mouvement. Tout ce qui bouge et qui devient flou par ce qui bouge. On va en parler là tout de suite, mais d'abord je vais vous parler du dernier type de flou dont on va parler aujourd'hui, le flou de parallaxe. À mes souhaits. Non, parallaxe c'est un mot qui existe vraiment et je vais vous expliquer ce que ça veut dire, mais on le verra du coup après. Maintenant, on va parler du flou de mouvement. Alors c'est un flou qui peut être pas cool du tout s'il est involontaire, ce qui est la plupart du temps le cas chez les débutants, mais aujourd'hui je vais vous apprendre comment en tirer parti, parce que un photographe un photographe passionné, j'ai envie de dire un grand photographe dans le sens où il maîtrise sa photo, pas qu'il est connu ou riche ou quoi, mais le mec qui fait ce qu'il veut de son image, le flou de mouvement en général il va l'utiliser et il va pas du tout essayer de s'en débarrasser. Enfin ça dépend du cas, mais je veux dire s'il y a du mouvement et qu'il veut montrer le mouvement, il va mettre du flou. Alors que le débutant, en général, il dit « Merde, ma photo est ratée parce que j'ai du flou. » Enfin bon, voilà. Le tout premier flou de mouvement dont on va parler, c'est le flou de bouger. Flou de mouvement, flou de bouger, ouais, super, on progresse vachement. Non, alors, le flou de bouger est un flou de mouvement, vu qu'on bouge, mais c'est le nom qu'on donne à un flou particulier. On va parler de plein de flous aujourd'hui et il va falloir que vous essayiez de leur donner le nom qui va. Parce que si vous essayez de parler avec quelqu'un et que vous donnez au flou dont vous parlez un mauvais nom, il va pas comprendre de quoi vous parlez. Donc le premier flou dont on parle, c'est le flou de bouger. Donc le flou de bouger, c'est quoi? C'est quand vous avez Parkinson, que vous bougez en prenant votre photo et que la photo est floue. Ce flou n'arrive pas toujours, il arrive que quand votre temps d'obturation... Ah ouais, attends. Vous savez quoi? On va juste faire un petit rappel de quelques basiques sur l'appareil photo, parce que vu que c'est une vidéo pour débutants, il y en a peut-être qui vont s'en mêler un peu les pinceaux. Alors, quand vous regardez les réglages de votre appareil photo, il y a deux choses aujourd'hui qui nous intéressent. Une fraction, donc là, tout de suite, vous ne le voyez sûrement pas à l'écran, mais il y a écrit 1/32 millième, que je peux modifier, hein. Je peux aller jusqu'à 1/8 millième, et en tournant dans l'autre sens, j'ai 1/25e, 0,4, 5, des fractions, bref. Et le deuxième réglage qui nous intéresse, c'est le petit f suivi d'un numéro. Ces réglages, vous pouvez les voir normalement sur n'importe quel appareil photo, même un petit compact pourvu qu'il dispose d'un mode manuel. Vous pouvez les voir dans le viseur, bref, vous pouvez les voir partout. Une fraction et un f quelque chose. La fraction, c'est la durée en secondes pendant laquelle votre photo va être exposée. Donc un 32 millième de seconde, c'est pas beaucoup. Un 32 millième de seconde est à la seconde, à peu près ce que la seconde est à l'heure. C'est vraiment pas beaucoup. Donc 0,4 c'est 0,4 secondes, 5 c'est 5 secondes, 1/5e c'est 1/5e de seconde. En fonction des marques, ça peut vous afficher 5 alors que c'est 1/5e. Mais s'il y a deux petits trucs derrière, c'est que c'est des secondes. Et s'il n'y a pas le petit truc derrière, c'est que c'est une fraction de seconde. Bon, au pire, vous regardez dans votre manuel. Et donc le F quelque chose, c'est l'ouverture du diaphragme de l'objectif. Le diaphragme, c'est le truc rond voilà, un diaphragme. Plus le chiffre il est petit, plus le diaphragme est fermé. Bon, maintenant qu'on a revu ces basiques, je vous disais donc que la photo va être floue parce que vous avez bougé seulement si elle est trop lente. C'est-à-dire si vous l'avez faite à moins de
1/60 de seconde à peu près. Si vous faites 1/10 de seconde, 1/5 de seconde ou 1/60 de seconde et que vous bougez, eh ben, la photo prend tellement de temps à être faite que le mouvement va se voir. Et donc votre photo, elle est floue. Un seuil qu'on donne en général aux débutants, c'est 1/60, c'est le seuil de flou de bouger. Si vous faites une photo à main levée et que vous êtes plus rapide qu'1/60 de seconde, genre 1/200 de seconde, votre photo, elle sera nette. Normalement, sauf si vous faites votre photo en tenant l'appareil comme ça. Normalement, votre photo sera nette, vous n'aurez pas de flou de bouger, c'est-à-dire le flou qui est dû au fait que vous bougez votre appareil. Il peut encore y avoir quelque chose qui bouge devant vous et qui est flou, mais on va en parler tout à l'heure. Si votre photo est plus lente qu'1/60 de seconde, donc 1/20, 1/10, 1/5, 1 seconde, il y a fort à parier que même si vous vous calez contre un mur et que vous arrêtez de respirer et tout, vous bougiez toujours un tout petit peu et que la photo elle soit floue. Donc ça c'est ce qu'on appelle le flou de bouger et on cherche à l'éviter, en général, sauf si on a décidé d'être créatif comme sur cette photo. Ah oui, j'ai oublié de préciser que les photos que je montre aujourd'hui, c'est des photos de vous, que je vous ai demandé de me filer sur ma page Facebook, et donc c'est que des photos de vous qui me suivez, voilà. Donc sur cette photo-là, on voit que le flou de bouger est volontaire, voilà. Ça donne un effet à la photo, voilà. Mais si vous avez décidé de ne pas avoir de flou de bouger, vous avez deux solutions. La première, la plus simple, c'est de shooter suffisamment vite, genre 1/200 de seconde, un truc comme ça. Mais des fois c'est pas possible, parce qu'il fait trop sombre ou parce que vous avez décidé que vous vouliez du flou cinétique, le flou dont on m'a parlé tout à l'heure. Donc si vous ne pouvez pas shooter assez vite, vous avez une deuxième solution, c'est le trépied. Si vous foutez votre appareil sur trépied, il bouge pas, donc il peut pas y avoir de flou de bouger. Toute logique. Sauf si vous secouez votre trépied, mais c'est pas très intelligent. Alors. Mais là, ce qui peut se passer, c'est que, bon, comme l'appareil bouge pas, votre scène va être nette. Vous aurez pas de bouger, mais vous aurez pas de flou de bouger, mais vous pourriez avoir un autre type de flou qui s'appelle donc le flou cinétique. Alors, le flou cinétique et le flou de bouger, les gens le confondent souvent. D'autant que, finalement, c'est presque la même chose. D'un côté, c'est l'appareil qui bouge, de l'autre côté, c'est le sujet qui est devant. Donc, le flou cinétique, c'est quand votre appareil photo à vous, il bouge pas, il y a tout qui est net, mais sur la photo, vous avez un élément qui a bougé pendant que vous avez pris la photo. Et donc, il est flou. Alors ça, c'est une technique qui est très utilisée parce qu'au début de la photographie, on n'avait pas trop le choix en fait. On était obligé de faire des photos sur trépied, et comme c'était forcément des poses longues, il y avait toujours des trucs qui bougeaient. Donc on avait du flou cinétique partout. Donc c'est une très vieille technique qui a fait ses preuves, et si vous voulez rajouter un petit quelque chose à une photo qui en manque, vous pouvez rajouter par exemple du flou cinétique. C'est aussi une bonne manière de montrer qu'il se passe quelque chose, qu'il y a du mouvement. Pour retranscrire un mouvement, rien de tel qu'un flou cinétique. Donc la technique pour le flou cinétique, elle est toute con. Vous mettez votre appareil sur trépied, parce que vous voulez donc pas qu'il bouge, et vous shootez un truc qui bouge. Et vous adaptez la vitesse de votre appareil en fonction de la vitesse de votre objet qui bouge. Par exemple, si vous voulez shooter le TGV, il va falloir un temps d'obturation plus bref que si vous voulez shooter un escargot qui bouge. Vous pouvez faire les deux, mais forcément le TGV il va plus vite, donc vous allez avoir un temps d'obturation plus bref. Alors que l'escargot, vous pouvez peut-être prendre le temps de le laisser bouger un peu et puis refermer doucement votre obturateur. Alors, pour ce genre de photo, vous pouvez utiliser le mode priorité vitesse. Donc c'est S chez Nikon, je crois, et TV chez Canon. Speed et time value, je crois que c'est ça que ça veut dire. Et donc, en vous mettant dans ce mode, vous réglez la vitesse, le temps d'obturation, donc le temps pendant lequel votre photo est faite, c'est la fameuse fraction dont je parlais tout à l'heure. L'appareil, il s'occupe du reste, et vous faites votre photo avec votre exposition longue. Alors, un petit truc en journée, en plein cagnard, c'est pas forcément évident de faire une pause longue, donc si jamais l'envie vous prend, envisagez peut-être un filtre gris neutre, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur les filtres. Check sur Google. Parce que oui, si maintenant vous voulez faire genre ça, vous allez shooter, je sais pas, à vue de pif, là il y a 1/5 de seconde, grand maximum, je dirais peut-être même moins. Probablement moins, peut-être 1/30 de seconde, un truc comme ça en fonction de la vitesse à laquelle les voitures roulent. Mais par exemple, si vous voulez shooter ça, pour flouter de l'eau, ça peut être bien de poser plus longtemps, par exemple 30 secondes. Et là, en plein jour, un filtre gris neutre, ça peut être utile. Ça, c'était le flou cinétique. Maintenant, nous allons parler du filet, qui est un flou assez particulier parce que c'est du flou de bouger, c'est-à-dire c'est vous qui bougez, mais vous contrôlez votre flou. Vous savez exactement ce que vous voulez faire et vous trouvez encore le moyen d'avoir un sujet net dessus. Ça donne ça. C'est un effet qui est vachement bien pour retranscrire la vitesse. Par exemple, genre une course de moto, un scooter dans la rue,
je sais pas, voilà. Donc là, la technique, c'est la même. Alors, il faut adapter votre vitesse. Il n'y a pas, encore une fois, je peux pas vous donner une règle particulière. Plus votre sujet il est rapide, plus vous avez une vitesse d'obturation élevée. Plus votre photo elle est rapide. Si votre sujet il est lent, bon bah, vous avez le temps de prendre le temps. Mais plus votre photo elle est longue, plus vous risquez d'avoir du flou de bouger aussi beaucoup plus aléatoire, qui fait que bah, vous allez rater votre photo parce que tout va être flou. Donc pour faire une photo avec un filet derrière, il faut se trouver à peu près perpendiculairement à la trajectoire de ce que vous voulez shooter. En gros, si l'objet il vient vers vous ou il part de vers vous, ça marche pas. Mais s'il passe devant vous, là ça marche. Et donc la technique elle est con. Vous prenez une vitesse relativement lente, encore une fois, il n'y a pas de valeur précise, vous vous mettez en mode priorité vitesse, vous choisissez un truc au pif, et vous faites plusieurs essais. C'est sûr que si vous avez une seule occasion de faire votre photo de filet et qu'après il n'y a plus rien, vous avez de grandes chances de la rater. Mais entraînez-vous, je ne peux pas vous donner quelque chose de plus précis, entraînez-vous. Donc la technique c'est, vous visez votre sujet, et vous le suivez, et en même temps qu'il se déplace, paf, vous prenez la photo. Et vous, surtout, vous vous arrêtez pas, vous continuez à le suivre. Et du coup, comme votre sujet, vous le suivez, il va être net, mais comme vous vous déplacez, vous allez créer un flou de bouger sur l'arrière-plan, qui se traduira par un filet. Donc là, je viens de vous expliquer comment jouer avec le flou de mouvement, quand vous ou votre sujet bouge, et il y a l'inverse aussi, c'est-à-dire on veut pas de flou du tout, de flou de mouvement. On veut pas qu'on voit que les choses bougent. Rappelez-vous bien qu'en photo, il n'y a pas de bonne technique ou de mauvaise technique, il n'y a qu'une bonne utilisation de la technique. C'est-à-dire que parfois on peut avoir envie de filer ou de flouter un truc, ou je sais pas, et parfois on n'a peut-être pas envie parce qu'on veut raconter autre chose dans la photo. Et donc on peut faire le strict inverse de ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire tout faire pour que le sujet soit absolument net. Et là, pour éviter le flou de mouvement, il n'y a pas 36 solutions. Soit de vous utiliser un trépied, soit de vous shooter à haute vitesse. Pour vous donner un ordre de grandeur, si vous shootez au-delà d'un 60e de seconde, normalement vous évitez déjà votre flou de bouger à vous. Si vous shootez à un 200e de seconde à peu près, vous allez figer des gens qui bougent pas trop. Si vous shootez à un 500e de seconde, vous allez commencer à figer les sportifs qui courent, une voiture qui passe pas trop vite. Si maintenant vous shootez une F1, un avion de chasse qui passe en radada ou un truc comme ça, il va doucement falloir penser à prendre des vitesses un petit peu supérieures. Ça c'est une photo que j'ai faite quand j'avais, je sais pas quel âge j'avais, je devais avoir 16 piges. Vous la voyez là? Ouais, vous la voyez. Ça, c'est une photo que j'ai prise d'un avion au décollage avec un 50 mm, je crois, je sais plus. Et j'étais juste au bord de la piste, le machin décolle, j'étais à un 4 millième. Ça, je me rappelle parce que on voit les hélices qui sont arrêtées. Pas tout à fait, elles sont encore un petit peu floues, mais à un 4 millième, j'ai presque arrêté les hélices. Certains appareils montent jusqu'à un 8 millième de seconde, comme mon 5D, je crois même savoir qu'il y en a qui montent à un 16 millième. Donc là, un 16 millième, je crois qu'on n'a plus d'excuses. Alors avant de parler du flou de parallaxe, je vais peut-être encore parler d'un flou assez particulier que je savais pas où ranger, alors je le fous là. C'est le zooming. Alors le zooming, c'est une technique assez particulière qui ne se prête qu'à certains sujets et qui est pas forcément évidente. Donc si vous voulez tester, je vous conseille un peu d'entraînement. Le zooming, ça consiste à faire de nouveau une pause relativement lente, donc un 30e, un 60e, un truc comme ça. Et en même temps que vous faites votre photo, vous zoomez ou vous dézoomez. En même temps que vous appuyez sur le bouton clac ou clac. Et ce faisant, ça va vous donner un truc comme ça. Et là, vous remarquez que forcément, le zoom, il se fait au milieu de l'image, parce que c'est comme ça que marche un zoom. Hein. Le zoom, il va pas zoomer sur un côté de... Enfin, voilà. Donc, vous avez plutôt intérêt à mettre votre sujet au centre de l'image. Sinon, ça marchera pas. J'ai justement un excellent exemple qui m'a été filé par qui Stéphane Harley. J'espère que tu as épousé une meuf qui s'appelle Davidson, comme ça vos enfants s'appelleront Harley Davidson. Donc sur la photo de Steph, vous pouvez voir que le zooming, il se fait pas au milieu. Parce que la photo a été recadrée. Autrement, c'est pas possible. Vous pouvez pas faire un zooming sur un côté. Donc, quel que soit votre sujet, vous le foutez au milieu. Vous pouvez recadrer après si vous voulez, mais sinon ça marchera pas. N'oubliez pas non plus que le zooming, c'est assez sauvage comme technique. Donc, vous attendez pas à un piqué de la mort qui tue. C'est comme le filet. Souvent, on a des photos quand même légèrement floues. Mais vous voyez, là en l'occurrence, la voiture n'allait pas perpendiculairement à lui. Elle se déplaçait en s'éloignant de lui. Donc là, la technique de zooming marchait bien. Mais faites attention à cette technique, vous pouvez vite tomber du côté kitsch de la force. Genre sur un portrait ou un truc, moi je le ferai pas trop.
Après vous pouvez tester, hein, moi je vous interdis rien, mais faites juste gaffe avec cette technique, ça peut devenir un peu kitsch si vous faites pas gaffe. Voilà, on en a fini avec le flou de mouvement ce coup-ci, et maintenant on va parler du flou de parallaxe. Et avant de vous expliquer ce que c'est qu'une parallaxe, on va juste, au cas où il y en a qui seraient pas au point avec ça, parler d'une notion en photo qui est assez importante, c'est la notion de profondeur de champ. Quand vous faites une photo, vous avez un champ de vision, pas un champ de coquelicot. Votre champ, il peut être large, serré, hein, si vous avez un téléobjectif, votre champ de vision est serré, si vous avez un grand angle, votre champ de vision il est large. Mais il peut aussi être plus ou moins profond. Genre par exemple là, quand vous me voyez là tout de suite, votre champ de vision n'est pas très profond. Vous voyez pas ce qu'il y a derrière moi, c'est flou. Et puis devant, si je me mets là, voilà, bah, c'est flou aussi. D'accord? Donc votre champ de vision n'est pas très profond. On parle donc de profondeur de champ. Il y a la largeur du champ et sa profondeur. C'est ce dont on va parler maintenant. Si vous avez une image où il y a une zone de netteté qui est très fine, tout ce qui est devant, tout ce qui est derrière, ça va être flou. Donc votre profondeur de champ, ce que vous voyez net, est faible. Si vous avez une photo où ce qui est tout près de vous c'est net et ce qui est très loin c'est net aussi, vous avez une grande profondeur de champ parce que vous voyez plein de trucs. Après on va distinguer aussi une autre manière de parler de la photo, par exemple une photo avec une faible profondeur de champ, on peut parfois dire qu'elle a de la profondeur. Parce que quand on regarde la photo, on a presque l'impression qu'elle est en 3D, parce qu'il y a du flou derrière, du flou devant, ça rajoute de la profondeur à la photo. On voit qu'il y a plusieurs plans. Mais une photo qui a de la profondeur peut avoir une faible profondeur de champ. Parce que la profondeur de champ, c'est un terme technique, la profondeur de la photo, c'est quelque chose de plus abstrait. On peut aussi parler de quelque chose de profond quand quelqu'un dit quelque chose de profond. Ça peut être ça aussi, une photo peut être profonde dans ce sens-là. Donc il faut bien faire attention à ce dont on parle. Là, on parle de profondeur de champ. Donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il y a de la profondeur de champ sur une photo. Et quand vous aurez compris pourquoi, bah, peut-être que ça sera plus facile d'en faire. Putain, il fait chaud aujourd'hui. Bon, parallaxe. Vous allez faire une expérience, je vous l'ai déjà fait faire dans je sais plus quelle vidéo, mais on va le refaire. Vous allez tendre votre main devant vous en levant le pouce. Et c'est d'ailleurs ce pouce-là sur lequel vous allez cliquer pour liker la vidéo. Quand vous allez regarder votre pouce, comme ça, vous regardez votre pouce. Si vous vous focalisez sur le pouce, vous vous rendez compte que ce qu'il y a derrière, c'est dédoublé et c'est flou. Pour une raison toute simple, vous avez deux yeux. Et vos deux yeux voient deux choses légèrement différentes. C'est pas pour rien que vous en avez deux, c'est notamment ce qui vous permet de voir en 3 dimensions. D'ailleurs, je me demande si on n'avait pas fait ça dans la vidéo sur la photo en 3D. Check Google. Comme vous voyez deux choses différentes, vous avez un phénomène de parallaxe qui se crée. C'est ça, c'est le fait de voir le truc dédoublé derrière. Et donc votre cerveau, lui, ce qu'il comprend, c'est qu'il y a plusieurs plans. Il y a un arrière-plan, il y a ce que vous regardez, il y a un avant-plan. Et ce que vous regardez, c'est net. Si vous faites l'expérience inverse, c'est-à-dire vous mettez votre pouce devant vous et vous regardez l'arrière-plan, des pouces vous en voyez deux. Évidemment, cette expérience ne marche que si vous ouvrez les deux yeux, parce que si vous faites ça va pas marcher. Et donc votre appareil, eh ben, il fonctionne exactement de la même manière. Je reviens. Cet objectif est un excellent exemple. J'ai une énorme lentille frontale. Et un objectif étant un entonnoir à lumière, ma lumière rentre par là, 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 partout. Mais forcément, l'image qui va rentrer là ne sera pas tout à fait la même que celle qui va rentrer là. Ou là. Là, ouais, ou là. Donc ces images vont être légèrement différentes. À l'endroit où j'ai fait le point, elles seront globalement les mêmes. Mais par contre, derrière ou devant, je vais avoir ce phénomène de parallaxe que je viens de vous expliquer. Mais comme je n'ai pas deux images, parce qu'il n'y a pas deux yeux, mais une multitude d'images qui vont s'imprimer partout sur la lentille, et ben toutes ces images mélangées ensemble vont me faire du flou. D'ailleurs, vous pouvez vous rendre compte que c'est ça qui arrive quand vous shootez un truc avec un point lumineux dans l'arrière-plan. Le point lumineux, ça devient quoi? Ça devient un rond. Vous avez tous déjà vu les ronds, voilà, comme ça par exemple. Pourquoi? Parce que bah, le point de lumière il va rentrer par là, par là, par là, par là, par là, partout. Et la forme là, c'est quoi? C'est un rond. Donc bah, à la fin, il y a un rond. On avait déjà parlé de ça dans la vidéo sur le bokeh créatif, check Google, et vous pouvez voir que vous pouvez modifier cette forme. Plutôt que d'avoir des ronds, vous pouvez avoir des cuckers, des étoiles, des bits, vous faites ce que vous voulez. Donc le flou, il se crée comme ça. C'est un phénomène de parallaxe. Maintenant, on va s'évertuer à l'exploiter. Alors, le premier élément qui fait beaucoup de flou, on va le zapper tout de suite parce que, bon, c'est celui sur lequel vous pouvez sûrement faire le moins de choses, c'est la taille du capteur. Plus votre capteur d'appareil photo il est grand, plus il y a de flou. Forcément,
ceux qui ont un APS-C sont avantagés par rapport à ceux qui ont un téléphone portable, ceux qui ont un plein format sont avantagés par rapport à ceux qui ont un APS-C, et les gros rupins qui ont un capteur comme ça sont avantagés par rapport à ceux qui ont un plein format. Et je parle même pas des mecs qui bossent en chambre photo et qui ont une surface sensible qui fait 18 par 24 cm, là tu bats tous les records. Mais bon, forcément c'est directement dépendant de votre matériel, donc le deuxième élément qui va faire du flou et qui est aussi dépendant de votre matériel, mais qui est plus facile à changer, c'est l'ouverture de votre diaphragme. Vous vous rappelez le F quelque chose dont je parlais tout à l'heure? Plus le F quelque chose il est petit, plus votre diaphragme il est grand ouvert et plus votre objectif capte de lumière. Par exemple, l'objectif que les gens achètent la plupart du temps en kit avec l'appareil photo, avec un réflexe, c'est le 18-55 f3.5-5.6. Donc f3.5-5.6, ça veut dire que si vous êtes à 18 mm, il est à 3.5, si vous zoomez à fond à 55, il est à 5,6. Donc c'est pas super ouvert. À côté, celui que je conseille à tout le monde, le 50 mm f1.8, eh ben, comme son nom l'indique, il ouvre à f1.8. Donc il capte beaucoup plus de lumière. Et il a un diaphragme qui est plus grand. Donc le premier élément déterminant pour faire du flou, c'est d'avoir un diaphragme qui ouvre grand. Si ce que vous avez de plus ouvert c'est 3.5, vous allez un peu galérer. Vous pouvez avoir du flou, je vais vous montrer, bon, mais vous allez un peu galérer. Si vous avez du 1.8, c'est déjà plus confort. Parce que plus votre diaphragme il est ouvert, plus vous allez avoir ce phénomène de parallaxe avec de la lumière qui va rentrer de plusieurs endroits. Alors que si votre diaphragme il est tout petit ou tout fermé, eh ben la lumière elle peut rentrer qu'à un seul endroit et du coup il n'y a pas de parallaxe. Genre sur un téléphone portable avec une lentille frontale comme ça, la parallaxe... Donc si vous voulez une photo genre ça, avec la race de flou d'arrière-plan, au téléphone portable, vous pouvez vous asseoir dessus. Il faut un objectif qui ouvre grand. Ça je crois il m'a dit, comment il s'appelle, je sais plus. Ah oui, Christophe, je crois il utilise un 85-1.2 ou un 4 ou un truc comme ça. Très ouvert et c'est aussi une longue focale. Parce que ça aussi c'est important, on va en parler maintenant. Un bon moyen de faire du flou, c'est d'avoir une longue focale. Si vous avez un zoom, genre 18-55, vous aurez plus de flou à 55 qu'à 18. Même à 18, vous allez galérer votre race. Plus vous avez une grande distance focale, plus le phénomène de parallaxe il s'amplifie. Donc par exemple, je reprends ça c'est un 50 mm f1.8, il fait du flou, il en fait beaucoup, mais ça c'est un 200 mm de 8. De 8 ça ouvre normalement moins que 1.8. Mais j'ai 200 mm aussi, donc j'ai plus de flou. Et pour tous ceux qui ont un 18-55, si vous voulez essayer de faire du flou, collez-vous direct à 55, 18 vous allez perdre votre temps. Mais à 55 mm, votre diaphragme il est un petit peu plus fermé qu'à 18. Mais c'est pas grave parce que vous avez gagné de la longueur focale, c'est plus important. Donc le deuxième élément pour faire un max de flou, c'est zoomer comme un gros bâtard. Plus votre focale est longue, mieux c'est, de toute façon. Donc jusqu'ici je résume, j'ouvre mon diaphragme en grand, donc je baisse la valeur f au minimum, et je zoome comme un gros bâtard. L'élément suivant, et qui est aussi extrêmement important, c'est que on va refaire l'expérience du pouce, mais cette fois vous allez regarder par la fenêtre. Genre là, moi j'ai une fenêtre juste à côté de moi. Je vois une maison, la maison elle a une cheminée, et la maison qui est juste derrière, elle a une cheminée aussi. Si je regarde la cheminée de la première maison, bah la deuxième cheminée elle est nette aussi, j'en vois pas deux. Elles sont pas floues. Parce que mon sujet est loin, et donc comme je regarde quelque chose de très loin, les rayons de lumière qui viennent jusqu'à moi, ils sont presque parallèles. Donc il n'y a pas le phénomène de parallaxe que j'avais tout à l'heure, vu que j'ai des rayons de lumière parallèles. Par contre, plus mon sujet est proche, plus je vais avoir ce phénomène qui va s'accentuer. Et avec l'appareil photo, c'est pareil. Donc si vous voulez shooter un sujet qui est loin, vous n'aurez pas beaucoup de flou d'avant-plan ou d'arrière-plan. Vous en aurez peut-être si vous avez un gros téléobjet et tout, mais vous en aurez pas autant que si votre sujet il était super près. Plus votre sujet est près, plus vous allez être capable d'avoir du flou d'arrière-plan ou d'avant-plan. Et si votre sujet est vraiment super près, genre comme en macro, vous êtes à ça de l'objectif, vous allez être tellement près de votre objectif en macro que votre profondeur de champ, elle devient ridicule. C'est une feuille de papier à cigarette. Sur une photo en macro, parfois on a moins d'1 millimètre, on a une zone de netteté de moins d'1 millimètre d'épaisseur. Là, vous avez intérêt à chiader la mise au point, c'est moi qui vous le dis. Plus votre sujet est près, plus vous allez créer du flou derrière. Ou devant. Parce que votre zone de netteté, elle se situe quelque part dans la photo. Mais tout ce qui est derrière, c'est flou, mais tout ce qui est devant aussi. Et si vous êtes bon, et que votre sujet il est à une distance intermédiaire, vous pouvez avoir du flou derrière et devant
en même temps. Vous pouvez aussi juste avoir du flou derrière ou juste du flou devant, hein, c'est pas un problème. Mais vous pouvez avoir les deux en même temps. Et là, vous faites quelque chose de vachement onirique. C'est, voilà, vous mettez encore une petite couleur chaude, un truc comme ça, ou une petite ambiance. Et là, tout de suite, bah, votre photo, bah oui, elle a une ambiance, il y a un truc. Faut pas oublier que le flou, ça doit pas être un élément qui vient comme un cheveu sur la soupe et oh il y en a, bon bah je sais pas comment l'enlever alors tant pis, ou alors je sais pas comment en mettre mais j'aimerais bien, non. Le flou il sert votre photo, ça l'oubliez pas. Hein. Le flou cinétique par exemple, je vais reprendre une photo de filet de tout à l'heure. Là on voit clairement que le sujet c'est le scooter. Hein. Sur une photo avec un flou d'arrière-plan, on voit que le sujet, bah, je sais pas qu'est-ce que je vais prendre. Ouais, sur la photo de Nathalie, voilà, là on voit bien que le sujet c'est l'escargot, il n'y a pas de doute à avoir. Si la netteté avait été faite sur les fleurs, on aurait pu se dire que le sujet c'était les fleurs et que ce que Nathalie voulait nous montrer c'était les fleurs. Mais non, là elle veut nous montrer l'escargot. Donc ça peut être bien d'utiliser le flou comme ça pour centrer l'attention de celui qui regarde votre photo sur ce que vous voulez lui montrer. Parce que vous pouvez faire le strict inverse bien entendu. Si vous voulez pas de flou, vous vous éloignez de votre sujet, vous dézoomez et vous fermez votre diaphragme. Et là vous avez un truc comme ça. Mais là, comment il s'appelle? Ce que Hervé a voulu faire, c'était montrer le côté graphique de... C'est quoi? C'est un hall d'aéroport, un terminal d'aéroport, un truc comme ça. Il voulait montrer le côté graphique du toit. Donc il s'en foutait d'isoler un sujet. Lui, ce qu'il voulait montrer, c'était une palette graphique. Si votre photo, elle est graphique, et que vous avez des lignes de force qui guident le regard, ou quelque chose comme ça, vous pouvez mettre de la netteté partout. Si au contraire, votre photo, c'est un peu le bordel, hein, et qu'il y a des éléments qui risquent de perturber la lecture, genre par exemple, vous faites le portrait de quelqu'un dans la rue, derrière il y a des enseignes, il y a d'autres personnes, il y a des voitures qui passent, etc. Tout ça, ça perturbe la lecture de votre photo, du coup on voit plus la personne que vous vouliez shooter. Mais si vous mettez du flou partout, sauf sur la personne, bah, vous avez bien montré à celui qui regarde la photo ce qu'il devait regarder. Donc le flou est à utiliser à bon escient. Donc ça, c'était donc le flou de profondeur de champ, qui est différent du flou de bouger, ou du flou cinétique, ou du zooming, etc. Donc veillez à bien identifier les flous que vous voyez, comme ça déjà vous saurez comment la photo est faite, et en plus si jamais vous discutez photo avec quelqu'un, ça peut être bien d'utiliser les bons termes. Allez, je vous redonne juste la recette pour le flou d'arrière-plan pour la forme, parce que quand on est débutant, des fois c'est un petit peu dur à rentrer dans le caillou. Donc, vous zoomez à mort, vous ouvrez votre diaphragme en grand, donc la valeur F la plus petite possible, et vous vous rapprochez de votre sujet. Ah, et j'ai oublié un élément aussi. Si vous voulez du flou d'arrière-plan, faites en sorte qu'il n'y ait rien derrière. Parce que si vous collez votre sujet à un mur, par exemple, eh ben le mur, il sera pas très flou, parce qu'il n'est pas loin derrière. Ça peut paraître évident, mais j'ai déjà eu la question. Donc encore une fois, ceux qui aiment bien le flou d'arrière-plan, parce que pareil, ça je reçois des messages tous les jours de gens qui veulent faire un beau flou d'arrière-plan et tout, c'est pas un placement de produit, hein. Mais le 50 mm f1.8, je vous montre le Canon là, il est à 130 boules je crois maintenant, il est un peu plus cher chez Nikon, mais ça, si vous avez qu'un 18-55 par exemple, ça c'est un bijou. D'ailleurs franchement, s'il y a un mec de chez Canon qui regarde là, vous pourriez au moins m'envoyer un polo Canon depuis le temps que je vous en vende, et comme ça vous en avez vendu au moins 200, 300 rien que grâce à moi. Ça vaut bien un polo. Et bien entendu, tous ces différents flous, vous pouvez les utiliser en même temps. Vu qu'ils sont tous faits de manière différente, vous pouvez mixer les techniques. Par exemple, il y a cette photo de... Comment il s'appelle? Faudrait que j'apprenne les noms, hein, ça serait plus simple. Ah oui, Jules. Jules, il a shooté un corbeau comme ça, donc il y a du flou d'arrière-plan, et il y a un filet. Moi je trouve cette photo, elle trouve le cul. Je vais pas le dire autrement, je trouve elle trouve le cul. Donc vous pouvez à la fois mettre de la profondeur de champ, du flou cinétique ou du flou de bouger, vous pouvez tester tout ce que vous voulez. La seule limite, c'est votre créativité. Mais un bon moyen de faire une photo originale, c'est de faire ce qui n'a pas encore été fait. Regardez dans tout ce qui a été fait là, essayez de mélanger les techniques, ou de shooter un sujet qui n'a pas encore été fait, et vous ferez des photos qui épateront vos potes. Et je vais finir en faisant un petit point sur l'hyperfocale, parce que j'ai beaucoup entendu parler de l'hyperfocale. Arnaud, tu veux pas nous faire une vidéo sur l'hyperfocale? L'hyperfocale, qu'est-ce que c'est? Quand vous faites votre mise au point, donc vous faites le point quelque part, et ce qui est devant et derrière, c'est flou. Peut-être pas beaucoup, parce que vous avez fermé votre diaphragme comme une brute et que vous shootez loin, comme je l'expliquais avant, mais n'empêche que du flou, il y en a toujours ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et imaginons que vous shootez un paysage. Vous faites la mise au point à l'infini, si vous avez un premier plan, il est flou. Mais si vous faites le point sur votre premier plan, c'est l'infini qui est flou. Donc comment qu'on fait? Eh ben, on peut pas
tout avoir net. C'est physiquement pas possible. Alors vous allez me dire, ouais mais il suffit de fermer le diaphragme comme une brute. Oui, ça s'appelle le sténopé, j'ai déjà fait une vidéo dessus, le piqué il est dégueulasse, autant mettre un peu de flou quelque part, parce que sinon c'est toute la photo qui est floue. Donc l'hyperfocal, qu'est-ce que c'est? C'est une technique qui consiste à faire le point quelque part entre les deux, quelque part entre votre premier plan et votre arrière-plan. À une distance qui a été choisie judicieusement pour que tout soit à peu près net, dans la mesure du possible. Mais je ne vais pas vous en dire plus parce qu'il y a des tableaux sur internet. Vous tapez tableau hyperfocal, check Google, hein, et vous trouverez des tableaux qui vous disent voilà, tu as telle focale, tu as telle ouverture, tu règles ta mise au point à telle distance et tu seras à l'hyperfocal, donc tu auras un maximum de trucs nets. Donc ça c'est si vous voulez faire de l'hyperfocal. Maintenant je vais vous donner mon point de vue. L'hyperfocal, faut pas en abuser. Genre sur la photo de c'était Hervé, il m'a dit ça c'est de l'hyperfocal, ça passe bien. C'est voilà, sur cette photo ça passe bien. Mais souvent sur des paysages ou des trucs comme ça, essayez de dégager un sujet. C'est comme je vous disais avant, si vous avez plein d'éléments sur la photo et que tout est net, on ne sait pas forcément quoi regarder. Pas forcément, il y a des fois où ça marche bien. Mais si vous floutez tout sauf un truc, et ben en fait ça peut donner un résultat qui a beaucoup plus de patates. Je vais vous donner un exemple que j'ai trouvé il y a quelques temps sur internet. Il y a un monsieur qui fait des circumpolaires. J'espère que je vais retrouver la photo au montage, hein. Je vais la mettre là en grand si je la retrouve, ça serait bien. Donc c'est un monsieur qui fait des circumpolaires et il met un premier plan. Donc jusque là très bien, mais d'habitude qu'est-ce qu'on fait? On fait le point sur la circumpolaire, ou alors il y a des gens qui essaient d'utiliser l'hyperfocal. Lui qu'est-ce qu'il fait? Il fait le point sur le premier plan. Il dit j'ai une super circumpolaire derrière, je m'en fous, je la mets dans le flou. Et ça donne ça. Comme quoi, des fois, il faut juste oser le flou. Et pas forcément tout de suite penser à l'hyperfocal. Moi, mon point de vue, c'est que l'hyperfocal, attention, faut pas en abuser. Si votre photo est un peu fouillie, on saura pas quoi regarder. Si vous avez quelque chose de super graphique, go l'hyperfocal. Mais sinon, envisagez de faire le point sur un sujet. En plus, vous pouvez avoir l'inverse aussi. Vous pouvez avoir un super décor et un premier plan flou qui sert de cadre. C'était l'épisode sur le flou. Je crois que j'ai parlé d'à peu près tous les flous dont on pouvait parler. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans mes abonnés qui n'ont pas appris grand chose parce que bon, le flou c'est quand même quelque chose qu'on explore relativement vite en photo, mais comme c'est quelque chose qu'on me demande très souvent en message privé, je me suis dit je vais faire une vidéo sur le sujet quand même. Là vous savez déjà à peu près de quoi en cause. Si vous voulez approfondir sur l'hyperfocal, je vous conseille de regarder sur Google parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire dessus. Mais sinon là vous avez déjà de quoi vous amuser un bon week-end, je pense. Voilà. Bon, du coup, c'était Arnaud Thierry, tous les liens, studio de poche, Tipeee, tout ça. Enfin, vous connaissez la musique maintenant, je pense. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un prochain tuto. Et ben, à la revoyure. C'est tout.